This summer, serve up the Cookout Classics, Oscar Mayer hot dogs and Heinz mustard. Grill up a dog, add classic yellow mustard, or loaded Chicago style. We all know it's not a cookout without Oscar Mayer and Heinz. Alors, je vous retrouve pour un nouveau podcast ce soir qui, je pense, va intéresser plusieurs personnes puisque je suis une ancienne phobique, mais phobique sévère de l'avion. Et aujourd'hui, c'est mon moyen de transport préféré, clairement. Et je tape mes meilleures siestes, voire mes meilleures nuits dans l'avion. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. C'est pas si simple. On a l'impression comme ça que c'est assez rapide et que je vous dis ça, un jour je me suis réveillée du bon pied, je me suis dit c'est l'avion, mon moyen de transport préféré. Non, j'ai travaillé pour ça, longtemps, beaucoup, et je vais vous donner les clés qui ont marché pour moi. Il n'y a rien de sorcier, tout le monde peut le faire, c'est pas une question de, de mental ou quoi que ce soit, c'est surtout une question de volonté et c'est un petit peu comme le sport, de rigueur et de dépassement de soi. Parce que clairement, quand on a une phobie, il faut forcément passer par la peur pour la dépasser. Donc il faut se confronter à la peur, il faut se confronter à la phobie et il faut se confronter un certain nombre de fois avant que ça passe. Parce qu'effectivement, moi, ça a pris de nombreuses années. J'ai jamais lâché parce que c'est pour ma part indispensable. Alors à l'époque, c'était indispensable parce que j'aimais beaucoup voyager, enfin c'est toujours le cas, hein. J'aimais beaucoup voyager, c'était pour les vacances. J'étais avec mon ex-mari à l'époque, enfin qui était mon mari à l'époque, qui aimait aussi beaucoup voyager. Donc clairement, il fallait qu'on prenne l'avion pour pouvoir vivre des trucs incroyables en voyage. Et moi, je ne me voyais pas me priver de ce truc merveilleux qu'est le voyage. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus pour ça. Ensuite, ça a été très vite indispensable pour mon travail, puisque je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Ponycorn le blog, ça s'appelle. Je suis aussi masseuse équine pour chevaux. Ça, c'est mon métier de base. Mais du coup, je suis devenue créatrice de contenu à quasiment temps plein. Et je voyage. Enfin, je voyageais beaucoup. Je voyage un petit peu moins maintenant. Mais par exemple, truc tout con, la semaine prochaine, je pars en séminaire chez un partenaire en Allemagne. Bon, je ne vais pas prendre la bagnole et me taper 48 heures de route pour aller au séminaire, quoi. Clairement, il faut prendre l'avion. Si j'avais été ultra méga phobique, ça aurait été un méga calvaire. Aujourd'hui, je vis ma best life. Je prends l'avion toute seule. Enfin, pour ceux qui ont suivi un petit peu les podcasts et sur les réseaux, je suis partie 3 mois aux États-Unis toute seule. J'ai pris bien sûr l'avion pour y aller, pour revenir. Et dans mon voyage, j'ai fait un espèce de trip dans tout l'Ouest américain et j'ai énormément pris l'avion. Je prenais l'avion tous les 15 jours, voire toutes les semaines à certains moments, puisque je restais environ une semaine, 15 jours sur les étapes. Donc clairement, ça aurait été impossible si j'avais eu ma phobie comme je l'avais au départ. Donc arrêtons le suspense, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Sur le papier, c'est pas compliqué et il n'y a pas de formule magique. Par contre, sur le terrain, je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Mais bref, je vous donne les clés, vous en ferez ce que vous voudrez. J'espère que pour vous, ça marchera également. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire des retours de podcasts, j'adore ça. Même me raconter votre life, hein, si vous êtes phobique de l'avion, tout ça, que vous ne savez plus comment faire, que vous avez essayé plein de trucs et que c'est une catastrophe. Ou mettre en commentaire sous ce podcast vos tips, par exemple vos astuces, qui ont fait que vous n'avez plus peur de l'avion aujourd'hui. Ça va aider plein de gens. Donc, n'hésitez pas à commenter ce podcast avec vos propres astuces si vous en avez. Plus on est de fous, plus on rit, hein. C'est le but des podcasts et des réseaux sociaux. Donc, pour vous poser un petit peu le truc, je vais vous expliquer à quelle hauteur j'étais phobique. Déjà, ça a commencé... Alors, j'ai pris l'avion pour la première fois. Je devais avoir 15-16 ans. Je partais faire un voyage scolaire en Allemagne. Je suis restée 1 mois là-bas. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense que c'est ça qui a déclenché ma phobie, au retour, alors l'aller, ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a beaucoup impressionné le décollage, je me rappelle. L'atterrissage aussi, un peu moins. Mais le décollage, ça m'avait beaucoup impressionné. Et du coup, malheureusement, au retour, donc moi, l'aéroport le plus proche de chez moi, c'est Nantes.
Et Nantes, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un peu de vent, ils atterrissent d'une certaine manière, c'est galère, quoi. Je ne saurais pas vous expliquer exactement comment. S'il y a des pilotes qui écoutent ce podcast, mettez-nous un petit commentaire pour nous expliquer pourquoi. Mais les vents étant forts et l'aéroport un peu mal placé, c'est une galère finie pour atterrir quand il y a du vent. Même parfois, ça m'est déjà arrivé une fois où on n'a pas pu atterrir, où le mec a commencé son atterrissage et très très proche du sol, a remis un espèce de coup de gaz de la mort avec une putain de poussée phénoménale. Mais ça, je vais vous expliquer dans le podcast d'ailleurs, cet incident. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie en avion, hein, clairement. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure, je ne vais pas spoiler le truc. Donc, remettons dans l'ordre chronologique. Malheureusement, au retour de l'Allemagne, à mes 15-16 ans, il y a un fort mauvais temps. Il y a une vraie grosse tempête, à tel point qu'on a tourné pendant 3 plombes pour atterrir. Et le commandant nous disait, au micro, quoi, que on n'allait pas atterrir tout de suite, etc. Ça a mis un peu de temps. Je me rappelle qu'on a mis une demi-heure, 3/4 d'heure à atterrir. On a fini par atterrir avec un peu de mouvement, quoi. C'était pas catastrophique, mais ça m'a impressionnée. Je n'ai pas repris l'avion après cet incident. Bon, c'était pas vraiment un incident, mais ce truc qui m'a impressionné avant de nombreuses années, puisque je n'ai pas repris l'avion avant, mais j'étais en BTS, donc je devais avoir 19 ans. Ce qui fait qu'en fait, je suis restée sur cette truc à l'époque, qui a fait que, en fait, j'ai flippé. Et je me souviens, à l'époque, je voulais être hôtesse de l'air. Avant cet épisode, je n'avais jamais pris l'avion. Et avant de prendre l'avion, mon rêve de métier, c'était hôtesse de l'air. Je voulais être hôtesse de l'air. Et en fait, prendre l'avion à cette époque-là, ça allait me donner si j'allais faire ce métier ou pas. Ça allait me montrer si j'allais aimer l'avion. Clairement, ça m'a tellement impressionnée que je me suis dégonflée et j'ai dit, ben non, je ne veux plus être hôtesse de l'air. Par contre, je veux travailler dans le voyage, mais à terre, pas dans les airs. Donc, je me suis dirigée à l'époque vers des études dans un BTS, avant un DUC de langue étrangère appliquée. J'ai fait 1 année et après, je suis partie en BTS tourisme. Donc, j'ai repris l'avion en BTS tourisme la première année que j'étais en BTS, puisqu'on devait fabriquer un voyage. On a toujours des trucs à faire, vous savez, en BTS pour apprendre le métier, quoi. Donc, on avait fabriqué un voyage. C'était la 2e année qu'il avait fabriqué ce voyage. Et du coup, on est parti en voyage la première année. Je vous jure, j'étais incapable d'être lucide. J'ai commencé à avoir une crise d'angoisse avec des pleurs et des tremblements, une vraie crise d'angoisse dans l'aéroport. Et je me rappelle que j'avais une camarade de classe qui faisait que de me dire « Mais moi, je prends l'avion tous les mois. » Alors, elle partait tout le temps en week-end, en vacances avec sa famille. Et elle me disait « Moi, depuis que je suis petite, je prends l'avion tout le temps. Il ne s'est jamais rien passé. Ne t'inquiète pas, ça vient se passer. » J'ai cru que j'allais mourir. Alors aussi, il faut dire que je suis, depuis gamine, une grande fan, étant donné que je voulais être hôtesse de l'air, de films avec des avions. Mais de films catastrophes avec des avions. Parce que dans les films, c'est toujours des catastrophes qui se passent avec les avions. Donc depuis gamine, je regarde des films où les avions, ils se crashent. Donc pour moi, clairement, les avions, c'est normal que ça se crache. Sauf que ça se crache jamais un avion. Techniquement, je veux dire, les stats sont ridicules. Pour mourir en avion, franchement, il ne faut vraiment pas avoir de bol, quoi. C'est que vraiment ton heure, elle avait sonné. C'était le moment, il fallait partir, tu vois. Parce qu'on prend la voiture tous les jours, on peut mourir, mais 500 millions de fois. Je n'ai pas les stats exactes en tête. J'exagère avec les 500 millions, mais on peut mourir plein de fois en bagnole, contrairement à l'avion, tu vois. Sauf que moi, dans ma tête, si je montais dans un avion, j'allais mourir. En plus, ça ne s'était pas super bien passé la première et dernière fois que j'avais prise. Donc, j'étais inquiète. Mais inquiète au point de faire une putain de crise d'angoisse. J'avais tellement de mal à monter les escaliers de l'avion que c'est un copain qui me poussait de force. Et une fois arrivée dans l'avion, j'ai fait une terrible crise d'angoisse, à tel point que les infirmières sont venues avec moi, elles m'ont mise côté couloir, elles sont restées à côté de moi tout le voyage, parce que je pleurais tout le voyage, j'étais sûre que j'allais mourir. Une horreur, une horreur.
Donc on est allé, à l'époque c'était un voyage en Crète, donc en plus la Crète c'est 1h30 d'avion. Hein. Non mais aujourd'hui ça me fait marrer, mais n'importe quoi. Le retour s'est mieux passé, je me souviens que je n'ai pas pleuré comme une madeleine. J'ai pleuré un petit peu mais pas trop, ça s'est mieux passé. Et j'ai pas repris l'avion pendant assez longtemps. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais si, j'ai repris l'avion après, j'avais 19-20 ans, j'ai repris l'avion 7 ans plus tard pour aller à New York, à l'époque, pour fêter les 30 ans de mon copain de l'époque. Sauf que cette fois, je savais que j'étais méga phobique de l'avion et que j'avais des très grosses crises d'angoisse. Et là, on partait à New York. Autant vous dire, New York, c'est 6 heures d'avion, je crois 6-7 heures. Je me suis dit, je m'en bats les couilles, enfin, j'ai pas de couilles, je m'en bats les steaks. Je vais chez le médecin, je vais lui expliquer, il va me donner des putains de somnifères. Je vais chez le médecin, le mec, il me donne des anxiolytiques. Mais des gros anxiolytiques, parce que je lui explique le truc. Je lui dis que là, je me sens absolument pas capable. Il me demande comment ça se passe, à quel moment mes angoisses arrivent. Il commence à me donner des conseils en me disant, voilà, la veille, vous faites ci, ça, machin et tout. Vous prenez tel médoc la veille. Bref, il m'avait donné une armada de trucs. Moi qui n'ai jamais pris aucun somnifère, aucun anxiolytique, aucun antidépresseur, quoi que ce soit, je vous dis, je flippais. Du coup, vu que j'avais jamais pris ces trucs-là, je me suis dit, à l'époque, je vais essayer avant. Oh la vache! J'ai essayé un soir, défoncé. Mais level 20 000. Le mec, il m'avait dit, le médecin, vous prenez ça la veille, vous prenez ce médicament 2 heures avant, je crois, je ne sais plus, et celui-là une fois que vous avez le cul dans l'avion. Parce que quand celui-là, vous allez le prendre, vous allez tomber raide et vous allez dormir. Ah ben quand je l'ai essayé chez moi, j'ai fait le protocole, défoncé. J'ai dormi, mais j'avais fait ça un week-end. Tout le week-end, je suis tombée comme une masse. Tout le week-end, j'étais groggy. Et là, je me rappelle avoir dit à mon copain, mais laisse tomber, pendant 48 heures de voyage, je vais être défoncée, je vais rien pouvoir faire. Bref, de toute façon, je n'avais pas le choix. Je ne me voyais pas faire une crise d'angoisse et chialer pendant 7 heures. Donc je me suis dit, je prends le truc. Je prends le médoc la veille, ça se passe bien, je dors bien. Je prends le médoc 2 heures avant, ça se passe à peu près bien. Et je prends le médoc. Alors moi, 2 heures avant, j'ai pas peur. J'avais peur vraiment au moment où je montais ces putains d'escaliers pour monter dans l'avion. La rampe, là, le truc d'avion, quoi. Alors, c'était des petits coucous que je prenais, donc c'est des escaliers. Là, pour New York, c'est une rampe. Enfin, c'est un couloir, quoi. Donc, dans le couloir, je sens déjà que ça va pas bien. Du tout. Même avec les médocs que j'ai pris avant. Je suis pas du tout détendue, quoi. Alors que quand j'avais fait l'essai, j'étais défoncée. Tout me faisait marrer. Bref. Je prends le médoc. Alors, le mec, il m'avait dit, quand vous asseyez dans l'avion, prenez le médoc. Je m'assois, je prends le médoc. Je me rappelle quand j'avais testé, 10 minutes, un quart d'heure après, je dors, mais je ne me rappelle même pas m'être endormie. On tombe dans un coma. Et là, 10 minutes, un quart d'heure, je commence à voir les hôtesses de l'air et les stewards qui font leur truc de sécurité. Alors ça me fout l'angoisse, ça me foutait l'angoisse à mort. Putain, je vois que je ne m'endors pas. Mais du tout. Et là, putain, je dis à mon copain, putain, ça ne marche pas, quoi. Et mon copain, il me dit, essaye de te détendre. Impossible. J'ai passé 7 heures, les yeux comme ça, grands ouverts. Alors, vous voyez, je dis comme ça, mais vous ne voyez pas. Grands ouverts comme une mongole. Tellement j'étais flippée. Alors, l'avantage, je n'ai pas chialé, mais je grippais mon accoudoir. Je me rappelle, mais te taper des crampes dans le grip, dans l'avant-bras. Tellement je serrais l'accoudoir. Pendant 7 heures, les gars. 7 heures. Horrible. Horrible. On arrive à New York, en pleine forme. Enfin, je veux dire, en chair et en os, en entier. Forcément, je n'étais pas morte, hein, mais moi, je croyais qu'à chaque fois que j'allais prendre l'avion, j'allais crever, quoi. On arrive à New York, et là, horrible. Tous les médocs commencent à faire effet. Oui, c'est comme les chevaux quand on les sédate, en fait. C'est exactement le même principe. Ton corps, il est tellement en mode survie, il est persuadé que tu vas crever. Donc, peu importe, tu as tellement d'adrénaline dans le corps que tu ne peux pas dormir. Et au moment où l'adrénaline, c'est une hormone, chute, et là, tous les effets du médoc arrivent. Et là,
je me suis retrouvée pendant 24 heures à New York, complètement défoncée. Impossible de garder les yeux ouverts, j'ai fait que de dormir. En plus, avec le jet lag, laisse tomber, le décalage horaire, une catastrophe. Donc bref, le voyage se passe, on restait 15 jours. Je reprends l'avion et là, rebelote. Je reprends les médocs, rebelote le même scénario. Impossible de me détendre. Je fais des crises d'angoisse. Je n'arrivais pas. Mon copain qui n'avait pas peur de l'avion, je commence à le faire flipper. Une horreur. Mais vraiment, je passais. Enfin, je rentre pas trop dans les détails, mais du coup, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer un petit peu comment j'étais. Mais pour moi, j'étais persuadée mentalement et psychologiquement que je vivais mes dernières heures dans l'avion. Mais la phobie, c'est complètement irrationnel. On a vraiment, alors bon, toutes les phobies sont différentes, mais moi, je savais, j'étais persuadée que j'allais mourir. Et je voyais, je pense les gens qui sont à deux doigts de mourir, toute ma vie qui défilait devant moi, devant mes yeux, en me disant « je suis trop jeune pour mourir ». Enfin, une horreur, mais psychologiquement, une torture. Et ça, tout le temps qu'on était en avion. À tel point que tous les bruits, je les auscultais, toutes les sensations qu'on peut avoir dans l'avion qui, au passage, maintenant, je ne sens plus rien, tellement que je suis zen. Mais quand on est stressé en mode survie, on ressent toutes les secousses, comme si on tombait dans le vide. Moi, j'avais l'impression que l'avion se cassait la gueule à tout moment. Quand ça tournait, c'était ma phobie, les tournants dans l'avion, parce que j'avais l'impression que l'avion se crachait sur le côté et qu'il était attiré par le sol. Enfin, une horreur. Et des moments de panique extrêmement intenses, avec de la tachycardie, des sueurs froides, mais j'étais en sueur, en transe, j'étais trempée. Je sortais de l'avion, j'étais trempée. Et je me suis jamais pesée avant, après l'avion, mais je suis sûre que je perdais énormément de poids, de stress. Et j'avais le cortisol, j'avais pas de montre à l'époque qui mesurait mon stress, mais je pense que j'étais à 20 milliards, quoi. Donc ça a duré comme ça pendant des années. J'ai pas repris l'avion avant longtemps après, quelques années, et j'ai commencé à reprendre l'avion avec mon mari de l'époque, Jérémy. Du coup, pareil, c'était un calvaire. Donc je continuais de prendre les médocs que le médecin m'avait donnés, mais ça faisait absolument pas effet. Et un jour, je me suis dit, il faut absolument que je travaille sur moi et que je fasse quelque chose. Je ne sais plus par quel moyen j'ai appris la connaissance d'un bouquin qui s'appelle « Comment ne plus avoir peur de l'avion » qui a été édité et créé par Air France. Alors, édité, non, mais écrit par Air France. Et ce livre a changé ma vie, clairement. Pourquoi ? Alors, de 1, parce que ce bouquin vous explique techniquement comment fonctionne un avion. Donc moi, je savais qu'en ayant plus d'informations sur comment vole un avion, plus de connaissances me permettraient d'apaiser des angoisses, parce que l'angoisse et la peur viennent de l'inconnu. Donc à partir du moment où on a conscience de ça, si on prend des connaissances et on apprend des choses sur ce qui nous fait peur, on a techniquement et statistiquement moins d'angoisse sur la chose. Donc j'ai commencé par là, prendre des connaissances sur ce qui me faisait peur, essayer de l'apprivoiser, comprendre comment ça marche, pourquoi, etc. À l'époque, alors ça date, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc vous voyez quand je vous racontais les histoires d'il y a 20 ans, clairement les réseaux sociaux aujourd'hui c'est carrément bien parce qu'on peut trouver plein de vidéos sur ça. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, les vidéos c'était pas ce qui était le plus connu sur les réseaux, c'était beaucoup de photos à l'époque sur Insta et Facebook, et les vidéos ça n'existait quasiment pas. Donc il n'y avait que YouTube qui faisait ça, et YouTube à l'époque c'était bien creux et bien mince, il n'y avait pas grand chose sur le sujet. Donc j'avais pas les moyens de connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est phobique de l'avion, on tape sur TikTok, YouTube, n'importe où, des vidéos qui permettent de mieux connaître. On a des stewards, des hôtesses de l'air, des commandants, des pilotes de ligne qui mettent des vidéos en ligne sur ça. Donc aujourd'hui, c'est hyper facile d'avoir des connaissances, et je vous invite, si vous êtes phobique de l'avion, à regarder plein de vidéos sur ça, même si ça vous fait peur juste de regarder des vidéos. Apprivoisez votre peur comme ça. Regardez plein de vidéos techniques de stewards, d'hôtesses de l'air, de pilotes de ligne qui vous expliquent comment ça marche.
je vous assure que moi, ça m'a mis mon angoisse un cran en dessous. Ça n'a pas réglé l'angoisse, mais ça a mis l'angoisse un cran en dessous, un level en dessous. Donc j'ai lu ce bouquin, je l'ai relu, je l'ai re-relu. Je me suis préparée avant de reprendre un vol, en fait, en lisant ce bouquin. Ensuite, j'ai eu la chance, à l'époque, je travaillais dans l'automobile, rien à voir, mais on avait eu un séminaire pour le Qashqai à Toulouse, avec là où il y a le Concorde. Donc, ça a été génial, ce séminaire, parce que c'était axé sur le Concorde et l'aviation de ligne. Et on a pu donc visiter l'intérieur d'un Concorde, l'intérieur du cockpit du Concorde, connaître l'histoire du Concorde. Alors moi, bêtement, je me rappelais forcément des crashs du Concorde, qu'ils l'avaient arrêté à cause de ça. Or, absolument pas. Ils ont arrêté le Concorde juste parce que ça coûtait énormément cher et c'est une hérésie écologique parce que le truc, en fait, il reliait, je crois, Paris-New York en 2 ou 3 heures et ça te bouffait des milliers de litres de kérosène, c'était une horreur. Et ça coûtait un bras parce qu'il y avait très peu de personnes qui pouvaient se payer ça et auquel cas, ça coûtait tellement cher, même les places ne remboursaient pas le voyage, quoi. Enfin bref, ça coûtait trop cher, donc ils l'ont arrêté à cause de ça. Et dans ce fameux séminaire, il y avait des anciens pilotes de Concorde, des pilotes de ligne qui étaient là, avec un simulateur. J'étais extrêmement stressée de faire du simulateur. Vous voyez, à tel point que l'angoisse et la phobie, ça va loin, hein, parce que même un simulateur, ça me stressait. Mais je me suis dit, je vais faire du putain de simulateur. Je vais piloter un putain d'avion pour voir ce que ça fait. Et en fait, donc on avait une mini-formation avec le pilote de ligne, et le mec était notre copilote. Et on faisait décoller, voler et atterrir un avion de ligne type Airbus, machin, en réelles conditions, avec le réel, comment ça s'appelle, simulateur. Bien sûr, on avait une micro-formation avant, mais c'était hyper difficile de le faire voler et décoller, atterrir correctement sans l'aide du pilote, puisque c'était les vraies commandes. Je ne vous explique pas, il faut être ingénieur pour faire ça, mais il nous donnait quand même, il nous laissait quand même faire. Donc moi j'en ai craché un sacré paquet, vous imaginez, mais on avait le temps en fait, on pouvait faire ça toute la soirée. Et il y avait très peu de personnes, bizarrement, qui ça intéressait. Donc moi je crois que j'ai passé 1 heure ou 2 avec le mec sur le simulateur, parce que je voulais absolument, puis en plus moi quand j'étais jeune, j'étais une grande fan de jeux vidéo, donc j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, plus jeune. Maintenant, ça m'est bien passé depuis longtemps, mais à l'époque, j'aimais bien ça. Donc, moi, j'ai kiffé grave faire du simulateur. Et j'ai réussi à faire atterrir au bout d'un moment un avion sans le cracher. Et là, en fait, le pilote me dit, écoute, l'atterrissage Alors moi, j'ai l'impression que l'atterrissage, j'avais fait nickel. Un petit peu de secousse, tu vois. Mais je me suis dit, bon, j'ai secoué comme les pilotes, ils peuvent nous secouer des fois, tu vois. Et là, le pilote me dit, là, alors tu as réussi à faire atterrir l'avion sans dommages mécaniques, tu n'as pas craché une aile, tu n'as pas abîmé la carrosserie, tout va bien. Mais il me dit, par contre, là, tous tes passagers, ils ont soit dégueulé, soit ils ont des bleus, toutes leurs affaires se sont pété la gueule. Il m'a dit, tu les as maltraités de fou. Et là, j'étais trop sur le cul parce que, en fait, dans ma simulation de vol, j'avais des secousses, mais très peu. J'avais l'impression d'en avoir très peu. Et en fait, il me dit, mais là, tu les as brassés de ouf. Et il me dit, tu vois, alors je lui avais expliqué ma peur de l'avion. En 1h30, 2 heures, on a eu le temps de discuter. Hein. Donc je lui avais expliqué ma peur de l'avion, machin. Je lui avais dit que c'était une thérapie pour moi, que ce soir, je misais tout sur le simulateur, quoi. Donc le mec, il a pris trop de temps avec moi et tout. Et là, donc, il m'explique et il me dit, écoute, les secousses, les turbulences que tu ressens en avion quand tu voyages, c'est même pas 1/100 de ce que tu viens de faire. Et là, moi, ça a tout déclenché. Je me suis dit, ok. Il m'a expliqué aussi la théorie de la turbulence. En fait, un avion, c'est comme une bouteille d'eau ou une bouteille en plastique vide, avec à l'intérieur, vous mettez quelques petits cailloux qui symbolisent les passagers. Grosso modo, quand il y a une secousse, vous secouez votre bouteille, vous allez voir que c'est à l'intérieur de la bouteille que ça secoue. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de déformation du plastique. L'air, quand vous le secouez
d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas. Vous allez avoir les cailloux qui vont aller dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas de ceinture de sécurité, eux. Mais par contre, la carrosserie, la résistance à l'air, elle est quasi nulle, tout va bien. Ça ne se déforme pas. Même si vous mettiez la bouteille d'eau en plastique sous un vent et des rafales de 130 km/h, ça se déformerait, mais hop, ça reviendrait tout seul. Ça ne crèverait pas ou ça ne casserait pas la bouteille en plastique. Sauf s'il y a un choc, bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Vous mettez la bouteille dans l'air, comme un avion. Ce qui va bouger, c'est l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe avec des turbulences. Et à partir du moment où on comprend ça, que c'est surtout l'intérieur de l'avion qui bouge. Alors, je vous explique ça schématiquement très mal, parce que je ne suis ni hôtesse de l'air, ni steward, ni pilote de ligne. Je n'ai aucune formation là-dedans. Donc, probablement que je vous explique ça très très mal. Et ça fait tellement longtemps qu'on me l'a expliqué et tellement longtemps que je n'ai pas lu le bouquin que, clairement, je pense que ça serait bien de trouver une vidéo si vous avez un peu de temps devant vous en tapant sur Google ou en demandant à ChatGPT ou Gemini justement comment ça fonctionne une turbulence pour illustrer ce truc. Ça se trouve, je suis en train de raconter de la merde, mais bref, moi j'avais cette image-là en tout cas. Et moi, ça m'a décoincé, mais clairement. Donc j'ai repris l'avion après. Alors je prenais déjà beaucoup l'avion avec mon ex-mari parce qu'on partait en voyage régulièrement, mais à chaque fois c'était un calvaire. À chaque fois je me shootais, ça marchait pas. À chaque fois j'avais des putains de crises d'angoisse, à tel point que même ça a duré très très longtemps, parce que même quand j'ai commencé Ponycorn, quand on voyageait, je faisais des vidéos dans l'avion. Mon ex-mari, ça le faisait délirer, donc il posait le téléphone pour me filmer quand je prenais l'avion. Et j'avais hyper peur et ça le faisait délirer. Donc une des vidéos, je l'avais postée, je crois, à l'époque sur Ponycorn, ça date de très longtemps. Et bref, et les gens m'avaient dit en commentaire, non mais tu fais exprès et tout. Pas du tout, pas du tout, c'était vraiment une phobie. Mais vraiment, 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 vraiment une phobie. Et à partir du moment où j'ai fait ce séminaire, j'ai pris l'avion, sans médicaments. Je me suis dit, maintenant, je vais être rationnelle. Et à chaque fois qu'il y aura un bruit qui me paraîtra chelou, comme le bruit, par exemple, ça arrive souvent, ça fait un peu style chien qui aboie, c'est wouh, 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 wouh. Je suis sûre que si vous prenez l'avion, vous savez de quoi je parle. Ce bruit-là, c'est tout à fait normal. C'est un bruit qui est normal. Et en fait, moi, j'ai cru que souvent ce bruit était bizarre. Et en fait, quand j'ai lu le bouquin, j'ai vu que c'était normal. Ce bouquin, Comment ne plus avoir peur de l'avion, il est extraordinaire. Je vous invite à l'acheter. C'est en livre de poche en plus. Ça vous explique tout. Pourquoi on dégivre un avion avant de partir quand il va atterrir dans une zone très froide avec du gel. Pourquoi les bruits, pourquoi les turbulences. C'est extraordinaire. Et je vous invite également à faire un stage, parce que ça existe, chez Air France. Alors, je crois que ça existe encore, j'espère, parce qu'à l'époque, ça existait. Moi, j'avais fait le simulateur et un pseudo-stage pendant mon séminaire Nissan. Mais alors, ça coûte cher, mais si vous êtes très phobique de l'avion et que c'est indispensable pour vous de prendre l'avion parce que vous voulez partir en voyage, vous avez besoin de prendre l'avion pour le boulot souvent et que vous en avez marre que ce soit un calvaire, je vous invite à prendre un stage chez Air France. Alors moi, à l'époque, je m'étais renseignée, je crois que c'est dans les 1 000 €. Ça dure 2-3 jours, je crois, et vous faites du simulateur. Vous faites un vol avec du personnel, vous voyez des psys pendant ce truc-là, et vous faites un vol très, très court, décollage, 1 heure de vol, atterrissage, avec quelqu'un qui vous accompagne tout le vol. Et apparemment, c'est miraculeux ce truc. Les gens derrière qui reprennent l'avion, ils sont plus phobiques. Donc moi, j'ai pas eu la chance, je me suis pas donné la chance de faire ce stage-là, mais j'ai décidé de travailler sur moi toute seule. Ce qui fait que j'ai commencé par faire des petites victoires. J'ai commencé à prendre l'avion sans médicaments. Ça a été très long, très dur, très compliqué. À chaque fois, alors ça allait de mieux en mieux. Décollage, atterrissage, ça allait bien. Turbulence, ça allait bien. Par contre, l'avion qui tournait, c'était un calvaire. Et on tourne beaucoup pour atterrir, même pour décoller, et c'était un calvaire. Mes crises d'angoisse, elles recommençaient. Enfin, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Donc, longtemps, je suis restée comme ça. Et je me suis séparée de mon ex-mari. Je ne sais pas pourquoi, cette séparation a joué énormément dans ma phobie de l'avion. Je ne sais pas pourquoi. Alors,
Lui avait très peur de l'avion aussi. Ça n'aide pas. Lui, il n'avait pas peur quand ça tournait. Par contre, il avait très très peur du décollage. Il avait très très peur de l'atterrissage. Et en fait, je pense que moi, j'avais plus ou moins réglé certains trucs, mais sa peur me renvoyait à mes angoisses et me donnait peur. Ce qui fait que quand je me suis séparée de lui, j'ai dû arrêter de prendre l'avion. On a arrêté de se fréquenter, donc on ne prenait plus l'avion ensemble. Et j'ai dû prendre l'avion seule. Je peux vous dire que la première fois que j'ai pris l'avion seule, c'était un Paris-Nantes, je m'en souviens très très bien. Et je me suis dit, à l'époque, j'avais le choix entre aller à Paris en avion, c'était pour le boulot, pour Ponycorn, ou en train. Je me suis dit, je vais prendre l'avion, je vais me faire violence, parce que c'est le dernier cran, le dernier level pour vaincre ma phobie, c'est-à-dire prendre l'avion toute seule. Jamais j'aurais été capable de prendre l'avion toute seule avant, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui m'accompagnait me permettait de me rassurer. Et en fait, mon ex-mari, mais c'était le pauvre. Enfin, moi, je lui broyais le bras, je me cachais dans ses bras, mais de peur. Et je pense que je lui ai donné encore plus peur de l'avion à l'époque, je pense. Parce que lui, il avait un peu peur au départ, mais ça a été de pire en pire au fur et à mesure des années qu'on était ensemble, parce que je pense que je lui ai donné ma peur de l'avion, et lui, au final, me redonnait la peur de l'avion. Enfin bref, on s'engrainait les uns les autres, débile. Et ce Paris-Nantes, enfin Nantes-Paris, Paris-Nantes, je me rappelle que je me suis conditionnée, mais comme une malade mentale. Alors j'avais commencé le CrossFit depuis 1 an à l'époque, je me suis conditionnée comme un WOD de CrossFit. Je me suis dit, meuf, tu vas faire ce putain de vol. Et toutes tes phobies, toutes tes angoisses, tu vas les décrypter. Et tu vas les vaincre mentalement. Parce qu'en CrossFit, le dépassement de soi, c'est très fréquent. C'est un sport un peu violent pour ceux qui ne connaissent pas. Et souvent, il y a un moment où tu es au bout de ta vie, enfin c'est à chaque fois, et tu te dis que tu ne vas pas y arriver. Et en fait, c'est le mental, à ce moment-là où tu te dis dans ce sport, je ne vais pas finir ce truc, je ne vais pas y arriver, je vais abandonner. C'est le mental qui prend le relais. Et c'est ton cerveau qui te dit « Non meuf, tu vas pas abandonner, tu vas le faire à ton rythme, réduis ton rythme, mais tu vas le faire et tu vas finir. » Et à chaque fois, dépassement de soi, c'est ça. Tu finis ton WOD de CrossFit, tu es fier de toi, tu es content, c'était horrible, tu t'es pris une cartouche, mais tu as fini. L'avion, je me suis conditionnée exactement comme ça. Je me suis dit « Tu vas prendre l'avion toute seule. C'est 1 heure d'avion, 3/4 d'heure. Tu vas patienter pendant 3/4 d'heure. Ça va peut-être être les 3/4 d'heure les pires de ta vie, mais tu vas le faire. » Et pour le nombre de fois que tu as pris l'avion dans ta vie, c'est pas aujourd'hui que tu vas crever. Et j'avais prévu un carnet. À l'époque, j'aime beaucoup écrire. Alors, je le fais beaucoup moins maintenant, mais c'est surtout aux périodes difficiles de ma vie. J'écris beaucoup. J'avais un journal intime que j'ai toujours d'ailleurs, mais comme tout va bien dans ma vie, j'écris beaucoup moins. Je fais des podcasts maintenant, c'est différent, mais j'écris beaucoup moins. Et à l'époque, dès que j'allais pas bien, je faisais cet exercice d'écriture. Et là, j'avais pris mon carnet exprès et je me suis dit, dès que je sens que l'angoisse monte, je vais écrire. Et je vais décrire ce que je ressens, je vais décrire où je me trouve, à quel moment je me trouve, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Le décollage est arrivé et je me suis dit, je vais créer un rituel pour ne pas avoir peur. Déjà de 1, souvent, l'angoisse, j'avais remarqué, elle venait avec le bruit du moteur assez fort du décollage. Vu que j'étais seule, alors quand j'étais avec mon ex-mari, j'avais passé cette peur-là parce que j'étais avec lui, mais vu que j'étais seule, je connaissais tous les trucs, là, on dit trigger, je pense, tous les triggers, et je me dis, dites-moi si on ne dit pas trigger, parce que c'est un nouveau mot pour moi, et là je suis en train de l'utiliser, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Bref, les déclencheurs, c'est ce que je veux dire, déclencheurs. Trigger, je sais pas, en plus je ne sais même pas ce que ça veut dire en anglais, trigger. Faut que je regarde, j'aurais l'air moins con, je me coucherai moins con ce soir. Donc le déclencheur, je savais que le déclencheur c'était le bruit du moteur au décollage, les tournants, etc. Donc je me suis dit, je vais chanter ces putains de déclencheurs. Donc le bruit, je vais mettre mes AirPods, la musique à fond, et dès que je vais sentir... Alors il y avait les secousses aussi, les espèces, vous savez, de machins, de montagnes russes, un peu comme dans un grand 8 au décollage ou à l'atterrissage, où des fois ça monte un peu fort ou ça descend un peu fort. Et ça me faisait des hauts le cœur. Et ça déclenchait mes angoisses. Donc je me suis dit, dès que j'ai un petit haut le cœur, un petit truc dans le vide, là, dans le bide, je vais écrire. Donc je mets ma musique à fond, forcément j'entends pas le moteur, nickel.
je commence à avoir un petit walker, hop, je me mets à écrire. Et en fait, j'ai fait ça tout le vol. Tout le vol. Et après, c'était systématique. Tous les vols que j'ai pris, je mettais en place mon rituel. J'ai mis en place un rituel. Alors, j'avais rajouté en plus, dans les vols qui ont suivi ce vol Nantes-Paris, là, un autre truc. J'emmenais une couverture, une petite couverture que j'ai, qui est en face de moi d'ailleurs, que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est pas un doudou parce que je dors pas avec, c'est pas comme ma vache, comme je vous ai raconté dans un podcast, mais c'est une couverture qui est très chère et qui sent moi, enfin qui sent mon odeur, ma maison, etc. Et j'avais lu quelque part que lorsqu'on est phobique de quelque chose et qu'on a des grosses angoisses, il faut recréer un espace personnel sécurisé. Et moi, je suis très olfactive et du coup auditive. Donc ces deux sens étaient très importants pour moi de les mettre dans une safe zone. Donc ma musique, ça, j'avais compris que ça me mettait dans une safe zone et il fallait que j'ai une odeur familière. Du coup, j'avais ramené ma couverture. Je l'ai ramenée longtemps, cette couverture, quelques voyages, enfin longtemps, faut pas exagérer, mais quelques voyages. Ça m'a énormément aidée. Dès que j'avais un petit peu peur des walkers, hop, je prenais ma couverture, ça avait remplacé l'écriture. Et c'était plus pratique que d'écrire, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes super stressé, l'écriture fait que vous bloquez. Moi, ça me faisait ça, je bloquais, donc je me forçais, je me concentrais pour écrire, et ça devenait un peu compliqué. Donc la couverture, ça a marché un temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais enlever des trucs. J'ai enlevé la couverture. J'avais pas grand-chose à faire dès que je me sentais stressée. Du coup, je me suis dit, je vais remplacer la couverture par un bouquin. Et ça a été mon rituel que je garde encore. Alors, le bouquin, beaucoup moins du coup. Parce que aujourd'hui, l'avion, c'est tellement une safe zone pour moi que j'ai associé ce moment à un moment de détente totale. Ce qui fait que j'ai tous les nerfs qui lâchent et je m'endors systématiquement maintenant. Et des fois, je m'endors au décollage, avant le décollage. Donc, je capte même pas le décollage. Et je me réveille au moment de l'atterrissage quand le pilote, il tape les roues sur le tarmac. Oui, clairement. Ça m'est arrivé de faire un Nantes-Montréal totalement dans le coma, les gars, endormi. Donc oui, c'est possible être phobique à ce point que je l'étais et aujourd'hui s'endormir dans l'avion avant le décollage. Clairement, c'est possible. Et ne rien voir du voyage. Clairement, c'est possible. Donc, je reprends là où j'en étais pour mon rituel qui peut-être va vous aider aussi. Ma musique, mon bouquin à l'époque, et je lisais tous les moments qui me stressaient. Décollage, je lisais et je me concentrais sur la lecture. Alors les premiers moments, on comprend plus rien ce qu'on lit. Ça m'est arrivé, sans exagérer, sans vous mentir, à un décollage de lire 10 fois la même page. Parce que tellement j'étais stressée et j'étais pas à ce que je faisais, parce que ça me stressait, machin et tout, parce qu'il y avait de la pluie, du vent et que je savais que le décollage allait un peu secouer, eh bien, j'arrivais pas à me concentrer sur la lecture. Mais j'ai pas lâché. Je lisais, je relisais la même page. Je relisais jusqu'à temps que j'avais compris la page, hop, je passais à une autre page et je relisais. Et j'ai pas lâché comme ça. Faut faire de l'hyper-focus sur un truc autre qui ne vous fait pas peur. Faut vous mettre dans une safe zone. Donc ensuite, une fois que, à force de lire, en fait, et à force de prendre l'avion, parce que oui, il faut se le dire, en fait, il faut prendre l'avion beaucoup de fois pour mettre... c'est du conditionnement, c'est comme quand on éduque les chevaux, c'est du renforcement positif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on associe l'avion à quelque chose de positif. D'où la couverture qui sent chez nous. Amenez-vous des bonbons, amenez-vous des gâteaux, amenez-vous des trucs qui vous font plaisir et partagez ce moment-là avec vous-même dans l'avion. Vous êtes avec vous-même, vous prenez vos petits bons becs, vous prenez votre bouquin, vous pouvez prendre, je sais pas, une petite bouteille d'eau que vous achetez après le contrôle de sécurité ou une petite bouteille de soda, un truc qui vous fait plaisir, vous vous mettez bien, vous prenez... Alors moi, aujourd'hui que je garde ce rituel-là, j'ai un boudin super ergonomique que j'ai payé une blinde pour bien dormir dans l'avion au niveau de la nuque. J'ai... quand j'y pense, une petite couverture pour me maintenir au chaud, mais souvent sur les longs courriers, on a une couverture qui est inclue, donc je mets ma petite couverture, je me déchausse,
je me mets en chaussettes. Rien à foutre si c'est dégueulasse, les microbes, on s'en bat les couilles. Parce que le principal, c'est de passer un bon moment. Vous vous laverez vos chaussettes plus tard, vous vous désinfecterez quand vous arriverez à l'hôtel. On s'en bat les steaks. Donc, moi, j'ai mes petits gâteaux, mes petites pommes-potes, mes petits machins. Je ne prends pas de gâteau, mais j'ai mes petites barres de céréales des fois, ou mes petites pommes-potes, mes petits trucs qui me font plaisir dans mon sac. Une petite bouteille d'eau, j'ai ma gourde que je remplis. Mon petit bouquin si je me fais chier. Mon petit boudin pour la nuque. Mon petit masque pour les yeux pour me cacher la lumière. Mes AirPods avec ma musique. Et là, les gars, je vous dis à chaque fois, j'ai encore emmené un bouquin là, quand je suis revenue des États-Unis. Je ne l'ai même pas lu dans l'avion. Parce que quand je me mets en mode comme ça, alors en général maintenant j'attends le repas parce que j'adore bouffer, donc j'attends que le repas soit servi, 1h30, 2h, et hop, paf, quand le repas est servi, débarrassé, je me mets bien. Des fois je me mets un petit film histoire de, mais j'ai même pas le temps de regarder le film, je mets mon petit masque, ma petite musique et puis plus personne, je dors. Ce que j'adore aussi, c'est... Alors moi, ça a été très salvateur l'avion aussi, parce que dans une période difficile de ma vie, si vous avez écouté mes podcasts, vous savez très bien de quoi je veux parler. Entre la mort de Lolo, le divorce, le burn-out, la paralysie faciale et tout le bordel, le nombre de bolos incalculables que j'ai rencontrés sur Tinder et compagnie, les pervers narcissiques dans tous les sens, j'ai galéré pendant 2 ans. Et du coup, moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui me permettait de continuer à y croire et avoir de l'espoir dans la vie et avoir du positif, c'est au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Et en fait, cette métaphore, elle était tellement importante pour moi que j'adorais prendre l'avion pour voir de mes propres yeux que quand on passait la barrière des nuages, il y avait le soleil. Et il faisait beau et c'était magnifique. Et en fait, longtemps, je suis restée, entre guillemets, éveillée dans l'avion pour pouvoir voir cette fameuse barrière des nuages et voir le soleil au-dessus des nuages. Moi, j'adore voir les couchers de soleil, les levées de soleil sur les nuages, c'est incroyable. Et aujourd'hui, sincèrement, je n'exagère pas et je ne dis pas ça pour clore le truc en vous disant non mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, l'avion, c'est clairement mon moyen de transport préféré. Rien à foutre, oui, je sais, pour l'écologie, c'est pas bien, je le sais. Moi, je suis pourtant quelqu'un qui est très sensible à ça et tout ça, mais bref. J'ai pas de gamin, donc au niveau écolo, je suis plutôt pas mal. Je produis moins de déchets qu'une famille avec 2 gamins ou 3 gamins. J'ai pas de gamin, je me permets de prendre l'avion. Voilà, c'est mon désastre écologique. Ceux qui ont des enfants, c'est leur désastre écologique à eux. Bon, voilà. Bref, on va pas rentrer dans le débat, mais aujourd'hui, c'est clairement mon moyen de transport préféré. C'est l'endroit que j'adore, que je kiffe, parce que quand je suis dans l'avion, il n'y a rien à faire, les gars, que de penser qu'à soi. Déjà, on n'a pas de place pour bouger. Donc, tu es juste assis dans ton truc à rien glander. Tu te mets bien parce que tu as tes petites friandises, tes petits machins. Tu as de la bouffe qui arrive, on te sert. T'as une petite... Moi, j'adore me mettre au hublot. Tu as une petite fenêtre, tu as une survue magnifique. Franchement, tu n'as rien à faire. Donc, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de pollution... de smartphone. Moi, j'ai pas mes notifs, j'ai pas mes réseaux, j'ai pas mes machins, donc pas de pollution. T'as ta musique, tu te fais tes playlists, téléchargements, tu mets que les meilleures musiques. Putain, mais c'est le pied. T'as ton petit boudin là, au niveau de la nuque, ton petit masque s'il y a un peu trop de lumière. Je mets mes petites boules caisses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, petite boule caisse, parce que s'il y a du bruit, machin, t'as envie d'être peinard, petite boule caisse. Oh, mais moi, c'est le bonheur. Mais c'est le bonheur. Je suis dans ma bulle. Mais j'adore, à tel point que Flo, quand je l'ai rencontré, mon chéri actuel, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, si on prend l'avion ensemble, moi, je suis dans mon truc. Je suis dans ma bulle. J'adore prendre l'avion toute seule. Parce que forcément, après, j'ai énormément pris l'avion toute seule. Et vu que je me suis installé le petit rituel que je vous dis, eh bien, ce rituel, pour moi, il était super sacré. Et c'était mon moment à moi. Comme tu vois, quand tu vas prendre un bain et que tu te mets bien avec tes petites bougies, tes petits machins, c'est ton moment à toi. Bon, moi, j'ai pas de bain, malheureusement, mais bon, bref. Les daronnes qui se font leur petit moment à elles, en dehors des mioches et tout, savent très bien de quoi je parle. Donc, le petit moment avec les bougies, la petite musique, le petit ce que tu veux, la petite bombe de bain, c'est ton moment à toi. Pour moi, l'avion, c'est mon moment à moi.
Donc j'avais dit à mon chéri, c'est mon moment. Voilà, moi je veux pas de pollution, je dors, tu me laisses, voilà. Et en fait, mon chéri, il adore l'avion aussi. Top, extraordinaire, puisque comment dirais-je, tu t'engraines pas dans ta peur. Parce que je pense que si Flo avait eu peur de l'avion, c'est fort possible que des angoisses puissent revenir, même si elles auraient été légères, je pense. Et il aurait fallu que je contre ça d'une autre manière. Mais Flo adore l'avion. Il adore ça. Donc en fait, on est tous les deux à kiffer ce moment. Mais nous, on vit notre best life. On n'a pas pris l'avion souvent ensemble. On l'a pris 2 fois, dont une fois où j'étais pas du tout à côté de lui parce que j'avais pris mon billet d'avion bien plus tard. Donc en fait, lui, il était au bout, fin d'avion, moi j'étais devant. Donc voilà, c'est comme si je prenais toute seule. Et la deuxième fois qu'on l'a pris ensemble, c'était pour notre voyage à Florence. On a fait un aller-retour. Et en fait, on vivait notre best life. On était peinards tous les deux, en train de dormir comme des saucisses. On se mettait bien, petit moment sympa. Lui, il avait pris un petit apéro et tout. Non, mais le pied, quoi. Donc, ce podcast pour vous expliquer que oui, on peut être extrêmement phobique au point de devoir prendre des médicaments, de jouer sa vie à chaque fois qu'on prend un vol dans sa tête parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Oui, on peut être phobique à ce point-là et avoir aujourd'hui la best place ever pour nous qui est la même phobie qu'avant, l'avion. Oui, c'est possible. Et clairement, je n'exagère pas quand je vous dis ça. Aux États-Unis, je ne sais pas combien de fois j'ai pris l'avion, mais il faut compter, je l'ai pris minimum tous les 15 jours. Donc il faut compter sur 3 mois combien ça fait en aller-retour. Je l'ai pris énormément. Plus les correspondances, les machins dans tous les sens, je l'ai pris énormément. Aujourd'hui, je pense dans toute ma vie, j'ai dû prendre l'avion plus d'une centaine de fois, je dirais entre 100 et 150 fois. Du coup, à force de prendre l'avion, c'est pareil, hein, le cerveau humain conditionné comme ça, c'est comme les chevaux. À force de répéter des bonnes expériences, le cerveau humain associe ce moment à des bonnes expériences et donc à des bonnes choses. Et aujourd'hui, moi, l'avion, c'est clairement un moment de détente. À tel point que quand je monte dans l'avion et que je m'assois dans mon siège et que je sais que moi, mes best voyages ever, c'est les longs courriers. Alors ça, c'est mon kiff suprême parce que ça dure longtemps. Mais il y en a qui doivent se dire en écoutant ce podcast, mais elle est fracasse, elle aime bien que ça dure longtemps. Oui, et j'ai jamais voyagé en business ou en première. Oh, mais les gars, moi, mon rêve, mon goal de vie, un jour, je me paierai ça. Mon goal de vie, d'aller dans un avion et d'aller dans une couchette. Oh là 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 là, dans une cabine personnalisée là. Oh putain, avec Flo. Oh là 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 là. T'es tous les deux dans ta petite chambre là. Oh, ah mais un jour, je me paierai ça. Je sais que ça coûte une blinde, je m'en balèque. Un jour, je me ferai ce plaisir. C'est dans ma to-do list. J'ai trop envie de tester ce truc. Vraiment. Donc bref, un jour, je le ferai. C'est pas demain la veille, je vous le dis, mais un jour, je le ferai. Et tout ça pour vous dire, oui, c'est possible. Oui, on peut kiffer sa phobie, c'est clairement. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon moyen de transport préféré. Aujourd'hui, on me dit, tu as le choix entre la voiture, le train, l'avion. Mais l'avion, 1000 fois l'avion. Alors qu'avant, j'aurais pris la voiture, le bateau, tout ce que vous voulez, mais jamais l'avion. Pourtant, le bateau, je suis malade à crever. Le train, je déteste ça. Alors, je ne sais pas pourquoi le train, je déteste. Je trouve que c'est chiant, ça fait mal aux oreilles dans les tunnels. Moi, ça me donne moitié la gerbe. J'aime pas le train. Je déteste ça. Ils sont tout le temps en retard. Il y a toujours un problème. Enfin, la SNCF, c'est une catastrophe. Je déteste le train. Mais j'en ai pas peur. Mais je déteste ça. Et la voiture, clairement, franchement, de me taper 5 heures de route, ça me fait chier. Là, bientôt, j'ai un événement. Je dois faire 5 heures de route en voiture parce que je ne peux pas prendre l'avion parce que c'est au fin fond de la campagne. L'aéroport le plus proche, il est à 2-3 heures. Il n'y a pas possible de prendre l'avion, quoi. Je prends la voiture, je vais faire 5 heures de route. Oh, mais ça me fait chier. Alors, aux États-Unis, je faisais souvent 6-7 heures de route parce que c'est très, très grand. Mais aux États-Unis, c'est des lignes droites. C'est super facile de prendre la voiture. En France, il faut se dire clairement, en plus, c'est pour descendre en Dordogne, c'est de la route de merde. Donc, c'est chiant, quoi. Non, clairement. Donc, oui, c'est possible. J'espère que les tips, les astuces que je vous ai données, enfin, les rituels, tout ça qui ont marché pour moi, marcheront pour vous. Dernier conseil que je peux vous donner, soyez rigoureux
et ne lâchez pas. Ça ne vient pas en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ça vient en 20, 30 fois. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Essayez, les petites victoires sont des grandes victoires au final. Faites des petits trucs. Ne changez pas tout d'un coup. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous avez extrêmement peur de prendre l'avion. Commencez par prendre des tout petits trajets en avion. Ne faites pas un long courrier tout de suite. Je sais pas, vous avez l'habitude de prendre l'avion avec des médocs. Essayez un tout petit trajet sans médoc, mais avec un rituel ou des médocs moins forts, plutôt des plantes. Essayez des petits trucs. Chaque petit truc va faire que, mis bout à bout, ça vous fera gagner la guerre contre votre phobie. Sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à me faire un petit retour de podcast sur Insta, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle pour tout ce qui est voyage, tout ça, ça va être sur lifestyle. Si vous avez kiffé ce podcast, il y en a plein d'autres puisque on se retrouve tous les mardis, tous les vendredis à 22h et j'en ai enregistré plein d'autres qui n'ont rien à voir avec les phobies de l'avion, mais vous pouvez les écouter, ça vous fait plaisir. Et si vous kiffez mes podcasts et que c'est pas le premier que vous écoutez et que vous ne m'avez... La meuf, elle est en fin de podcast, elle n'arrive plus à parler. Et que vous ne m'avez pas encore mis 5 étoiles sur ce podcast, je vous invite à le faire parce que ça va me faire très plaisir. Et ça sera votre contribution à, encourager les créateurs de contenu et à leur donner plein de bonnes vibes. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne nuit si vous écoutez ce podcast à 22h. Et sinon, bonne journée. Salut!